Maintenant donner la parole à Gérald Lecor. Donc je rappelle pour les personnes qui nous auraient rejoints en cours de route, Gérald Lecor est inspecteur du travail. C'est aussi un militant syndical et un représentant du personnel au niveau ministériel puisqu'il siège au CHSCT ministériel du ministère du Travail. Et en fait, on l'a sollicité pour qu'il puisse ce soir nous dire ce qu'il estime utile de connaître pour les personnels de l'éducation nationale et peut-être plus largement les salariés qui, par ces temps d'épidémie, envisagent l'exercice de leur droit de retraite. Donc, ce qu'on propose, c'est que Gérald Lecor nous fasse d'abord un exposé, voilà, des éléments qu'il estime nécessaire de nous transmettre, et puis éventuellement, on reviendra sur certaines questions spécifiques que se posaient les personnels de l'éducation nationale pour éventuellement compléter ce propos. Donc, Gérald, c'est à toi. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Gérald, je suis inspecteur du travail à Rouen et je suis secrétaire du CHSCT du ministère du Travail. Et puis, évidemment, je suis militant syndical à la CGT où j'anime un collectif santé-travail au niveau interprofessionnel en Seine-Maritime. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec différentes équipes syndicales de l'éducation en Seine-Maritime, notamment des équipes CGT, Solidaires et FSU, que ce soit sur des alertes dangers graves et imminents suite à une tentative de suicide, que ce soit sur des problématiques d'exposition passive à l'amiante dans les écoles, les lycées, ou sur le dysfonctionnement flagrant du CHSCT départemental. Alors, je vais essayer d'être extrêmement clair et synthétique, mais normalement, quand on anime une formation sur le droit d'alerte et le droit de retrait, on la fait en une journée. Donc, en 10 minutes, on va essayer d'aller à l'essentiel, mais ne vous inquiétez pas, je tiens un diaporama complet à votre disposition avec l'ensemble des textes réglementaires, mais aussi la jurisprudence et un certain nombre de conseils extrêmement pratiques liés au Covid-19. Alors d'abord, le droit de retrait, d'où ça vient? Ça nous vient d'une convention internationale du travail, la convention 155 de l'OIT, qui a été adoptée en 1981. Et j'insiste un petit peu là-dessus, parce que ces derniers temps, la ministre du Travail Pénicaud ou son homologue de la fonction publique, à travers notamment une circulaire de la DGAFP, ont essayé d'expliquer qu'on pourrait limiter le droit de retrait, c'est-à-dire qu'un salarié du secteur privé ou qu'un agent de la fonction publique d'État ne pourrait pas utiliser son droit de retrait si l'employeur privé ou public respectait les consignes des différentes circulaires du gouvernement. Alors, comme le droit de retrait provient d'une convention internationale qui, dans la hiérarchie des normes, est au-dessus, y compris des lois, des décrets, y compris de la Constitution française. Cette convention est directement applicable dans le droit français. Tout ça pour expliquer qu'ils n'ont pas la possibilité, ni Pénicaud, ni les autres ministres, de restreindre le droit de retrait tel qu'il est prévu par cette convention internationale. Alors, dans le droit français, cette convention a été transposée d'une certaine manière, alors notamment dans le Code du travail pour les salariés de droit privé, dans un article L41-31-1, mais pour ce qui nous intéresse, nous, pour la fonction publique d'État, à l'article 5.6 du décret 82-453. Et faut-il préciser pour nos camarades et collègues de la fonction publique territoriale, et notamment les ATSEM, qu'on a les mêmes dispositions à l'article 5.1 du décret 85-603. Alors, qu'est-ce que nous dit la réglementation? D'une part, qu'il y a un droit qu'on pourrait appeler un droit d'alerte, c'est-à-dire que le texte dit l'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Et ensuite, ce même texte précise que l'agent peut se retirer d'une telle situation. Alors, bien évidemment, il faut qu'on regarde un peu plus précisément ce que recouvre la notion de danger grave et imminent. Il faut bien évidemment peser chaque mot. Le danger, la définition qu'on peut en donner, c'est une menace pour la vie ou la santé du salarié. Donc, c'est une situation de fait de nature à provoquer un dommage, qu'on soit sur l'intégrité physique ou l'intégrité physique d'un travailleur. Ce danger doit être grave et pas simplement léger. Ce qui est grave du point de vue de la jurisprudence, c'est ce qui est susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses, des suites sérieuses, dangereuses ou des séquelles. Bien évidemment, si
on réfléchit sur la question du Covid-19, la contamination peut avoir des effets mortels ou bien laisser des séquelles, notamment si les agents contaminés ont des séquelles suite à une question de réanimation. Et puis, il y a la notion de l'imminence. On est dans un danger grave et imminent. L'imminence suggère donc la survenance d'un événement dans un avenir très proche, extrêmement limité. Par contre, il est très clair, et ça a été déjà jugé à de multiples reprises, notamment concernant le risque d'inhalation de fibres d'amiante, que l'imminence se rapporte au danger. Donc, c'est le danger qui doit être imminent. Donc là, le danger d'être contaminé par le virus, même si la pathologie peut intervenir plusieurs jours après, ou y compris en absence de pathologie, puisqu'on voit désormais qu'on peut avoir jusqu'à à peu près 20% de gens contaminés par le Covid-19 et qui n'ont pas de symptômes. Alors, le texte nous dit aussi que l'agent ne doit pas démontrer l'existence de ce danger grave et imminent. Ce n'est pas lui le scientifique, ce n'est pas lui le médecin, ce n'est pas lui l'ingénieur. L'agent doit avoir un motif raisonnable de penser qu'il existe une cause de danger grave et imminent. Donc ça, c'est extrêmement important et on va le voir par la suite sur les différentes possibilités de mise en œuvre de ce droit d'alerte et de ce droit de retrait. Alors, ce droit de retrait est un droit individuel, mais bien évidemment, il peut être mis en œuvre collectivement. On a eu l'occasion dans le secteur privé plusieurs fois d'avoir ce que les patrons ont appelé un débrayage, un droit de grève, et la jurisprudence a considéré que quand des salariés se retiraient collectivement d'une situation de danger grave et imminent, ils n'étaient pas dans le droit de grève, mais dans le droit de retrait pour protéger leur santé et la sécurité. La différence, elle est fondamentale, puisque quand vous êtes en situation de droit de retrait, bien évidemment, vous continuez à être payé, et quand vous êtes en situation de grève, eh ben, pour les camarades fonctionnaires, pour les collègues fonctionnaires, c'est le retrait du 30e, et donc la grève ne peut pas durer forcément des mois et des mois, alors que le droit de retrait, et on l'a vu sur plusieurs situations, et notamment sur des expositions passives à l'amiante dans des bâtiments publics, le droit de retrait peut durer extrêmement longtemps. Et donc, c'est une arme puissante si elle est correctement utilisée, tant à titre individuel qu'à titre collectif. Alors, ce droit de retrait, c'est pas forcément le fait de ne pas travailler pendant 8 heures, 9 heures par jour ou 6 heures par jour. Le droit de retrait, c'est le droit de se retirer d'une situation à un moment donné qui représente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Donc, ça peut des fois durer très longtemps. Par exemple, si on vous demande de travailler dans un bâtiment où il y a des fibres d'amiante un petit peu partout dans l'atmosphère, mais ça peut des fois durer quelques secondes. On prend toujours cet exemple assez parlant dans la situation depuis la mi-mars, qui est la question de la grande distribution. Par exemple, si vous avez un salarié imaginons d'un supermarché Leclerc à qui on demande de remplir le rayon pâtes et riz, et qu'à chaque fois qu'il arrive avec sa palette de pâtes et de riz, vous avez 10 personnes autour de lui qui courent dans tous les sens sans masque, bien évidemment, il va utiliser son droit de retrait une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à temps que le patron finisse par fermer le rayon et qu'il puisse intervenir en toute sécurité. Cet exercice du droit de retrait, il n'y a pas de contrainte particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'obligation pour le salarié ou l'agent public d'avertir par écrit son supérieur hiérarchique. C'est bien évidemment une possibilité, et on conseille de le faire pour 2 raisons. D'abord, pour se protéger d'une fausse accusation, qu'on a pu voir notamment dans le secteur privé, d'abandon de poste. Et donc là, on ne peut conseiller qu'aux collègues d'utiliser le registre santé-sécurité au travail prévu à l'article 5 du décret. Et puis, si malheureusement, à la suite de ce droit d'alerte, un salarié est contaminé et devient malade, on pourra faire valoir le bénéfice de la faute inexcusable ou de son équivalent dans la fonction publique d'État, c'est-à-dire avec une majoration du montant des réparations indemnitaires. Alors, dans l'éducation nationale et par rapport à la reprise, on pourrait donner quelques pistes sur les situations qui pourraient donner lieu à droit de retrait. D'abord, le plus important, c'est de garder un regard extrêmement critique sur les consignes du gouvernement et des différents ministères. Évidemment, tout le monde, ça a déjà été dit ici, a compris que la priorité du ministère, c'est la relance de l'économie au détriment de la santé. Mais il faut surtout qu'on garde en mémoire
l'histoire des différents gouvernements vis-à-vis des questions de santé. Je voudrais juste vous rappeler un élément qui est extrêmement important, c'est la question du scandale de l'amiante. 100 000 morts en France selon le rapport du Sénat, où l'État français a été condamné à plusieurs reprises par le Conseil d'État, et notamment à partir de 2004, sur l'insuffisance des mesures de prévention. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ça veut dire que s'il y avait éventuellement un jour la contestation d'un droit de retrait dans l'éducation nationale, notamment ou pour d'autres secteurs de la fonction publique d'État, un juge du tribunal administratif, au regard de la jurisprudence, ne devrait pas se laisser impressionner sur des grandes phrases des différents ministres que si on respecte les consignes du gouvernement, il n'y a pas lieu d'utiliser le droit de retrait, car la véritable question est de savoir si les consignes du gouvernement sont protectrices de la santé des agents et des salariés. Alors, quelques situations extrêmement concrètes. Première question, la distanciation d'1 mètre est-elle suffisante? Aujourd'hui, que pouvez-vous trouver comme étude scientifique du gouvernement sur le fait que la distance d'1 mètre est suffisante? Vous verrez dans le diaporama que je vais vous transmettre, une tribune du journal des une tribune publiée dans le journal des médecins sur le risque aérosol comme mode de contamination, en plus du risque d'inhalation par gouttelette, avec le fait que lors d'un éternuement, on peut avoir des projections jusqu'à 6 mètres. Et il faut s'appuyer aussi sur le fait que l'avis du Conseil scientifique du 20 avril n'exclut pas la transmission par aérosol, comme il l'écrit de manière claire. Donc, même si la distance d'1 mètre est respectée, le droit de retrait peut être justifié tant que le virus circule sur le territoire. Deuxième point, la question des masques. L'avis du Conseil scientifique du 20 avril, en dehors de dire qu'il ne faudrait pas rouvrir les établissements scolaires, il indique, je cite, « L'ensemble de la population doit porter un masque dans les espaces accueillants du public, les espaces fermés et notamment les transports, les magasins. » Donc, bien évidemment, les écoles et l'ensemble du monde de l'éducation nationale est concerné. Donc, absence de masque, le droit de retrait est justifié. Cependant, il faut rappeler sur les masques que les seuls masques aujourd'hui qui protègent scientifiquement les agents et les travailleurs sont ce qu'on appelle les masques FFP2, que concernant les masques chirurgicaux, l'utilité de ces masques, c'est de ne pas infecter les patients par le personnel soignant. Et puis, il faut dire quand même quelques mots des masques grand public d'Édouard Philippe, dit catégorie 1 et 2, où là, c'est une véritable arnaque. Dans sa conférence de presse du 19 avril, Édouard Philippe dit, je cite, « Les masques grand public nous paraissent, après étude, après certification, après normalisation, être à même de garantir la sécurité sanitaire de ceux qui en disposent. Pourtant, à ce jour, les masques grand public ne font l'objet d'aucune norme, d'aucune certification, mais d'une simple spécification de l'AFNOR. » Ça veut dire qu'on n'a pas les tests suffisants pour montrer leur capacité en termes de filtration. Et on a même un certain nombre d'études, j'en cite une publiée dans le British Medical Journal en 2015 sur des masques tissus utilisés au Vietnam, sur le SRAS, qui nous montrent qu'avec les masques réutilisables, on peut avoir un risque accru d'infection. Et puis, on a aussi, qui peuvent être utiles pour justifier votre retrait sur la question des masques, un avis commun de la Société française de sciences de la scolarisation et de la Société française d'hygiène hospitalière, qui sont une recommandation le 21 mars, où ils indiquent qu'il n'existe pas de preuves scientifiques de l'efficacité de masques anti-Covid. Ça me fait rire un peu dans cette période un peu compliquée. Je vous raconte en 15 secondes l'histoire du ministère du Travail qui commande, pas plus tard qu'il y a 15 jours, 60 000 masques pour les agents d'inspection du travail. Et quand on reçoit ces masques, sur la notice, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je cite, ouvrez les guillemets, ne protège pas des contaminations virales. Donc attention sur la question des masques, c'est loin d'être une protection. Si jamais vous arrivez à avoir des masques, et notamment des masques qui protègent, il y a la question effectivement de la durée du port du masque. Aujourd'hui, les recommandations de l'INRS, qui est l'institut qui fait foi dans le domaine du monde du travail, recommandent de limiter à 1 heure la durée de port en continu. C'est-à-dire qu'il faut avoir une organisation de la vie scolaire sur le fait que s'il y a des masques, tous les 57 minutes, retournez au vestiaire, retournez dans les sanitaires, changez le masque avec toutes les consignes sanitaires. Alors bien évidemment, puisque le gouvernement insiste à juste titre sur le lavage des mains, le savon, les essuie-mains jetables, si tout ça manque dans un établissement, le droit de retrait est justifié. Et puis on arrive à un point majeur qui est la question de la désinfection. Un point sur lequel le gouvernement est en train de faire grande marche arrière parce qu'il se rend compte des contraintes d'avoir une véritable désinfection complètement efficace.
Dans un premier temps, et dans le guide BTP qu'il a validé par le ministère du Travail, pour reprendre les chantiers, on parlait de désinfection tous les 2 heures. Aujourd'hui, on parle des fois d'une désinfection 2 fois par jour, voire d'une désinfection quotidienne, ce qui est déjà le minimum du Code du travail en dehors de la pandémie. Bien évidemment, les produits doivent être conformes à un certain nombre de normes que vous retrouverez dans le diaporama, ou à défaut, avoir un certain nombre de concentrations d'hypochlorite de sodium pour tuer le virus. Mais l'utilisation de ces produits doit se faire dans un cadre sécurisé, avec un temps de contact entre le produit et les surfaces qui sont nettoyées, et il faut ainsi nettoyer l'ensemble de ce qui peut être touché par les mains, ce qui vient de nombreux endroits dans le cadre d'un établissement scolaire. Alors, si vous avez des imprécisions sur quand ça a été désinfecté, sur quels sont l'ensemble des endroits qui ont été désinfectés, des doutes sur les produits utilisés, bien évidemment, chacune de ces situations peut motiver votre droit de retrait en attente de ces éléments. Alors pareil, sans vous faire la réglementation 5030, la question qui est posée, c'est la mise à jour du document unique. Une obligation qui date depuis 2002, et donc le document unique qui doit être aujourd'hui bien évidemment mis à jour, notamment sur le risque biologique. Si le document unique n'est pas accessible dans l'établissement alors que c'est une obligation du Code du travail, votre droit de retrait est justifié jusqu'à temps qu'on vous donne le document unique, que vous ayez pu l'étudier et poser l'ensemble des questions. Alors, la puissance de ce droit de retrait, c'est bien évidemment que ça soit un droit qu'on utilise collectivement, ensemble, les enseignants, les acteurs. Et ce droit de retrait, il doit s'appuyer, on y reviendra peut-être dans la discussion, sur un droit d'alerte des représentants du personnel au CHSCT. Voilà, j'en ai tout dit pour cette première part. Alors, merci beaucoup pour ces différents éléments d'éclairage. J'en profite pour te signaler que je pense que ton micro bouge ou peut-être se débranche par moment. On a entendu évidemment l'essentiel de ton intervention. Il y a eu des passages peut-être un peu moins nets pour nos auditeurs. Juste pour compléter du coup ces éléments-là, sur un plan très pratique, il y a des collègues qui s'interrogeaient. Alors c'est une question qui peut paraître bête, mais en fait qui nous a assez vite traversé l'esprit. Par exemple, moi, pour me rendre dans mon établissement scolaire, je dois emprunter une ligne de métro et une ligne de RER bondée. Et donc, prendre des transports bondés pour aller expliquer à mon employeur que je ne me sens pas en sécurité sur mon lieu de travail, ça pourrait devenir assez comique. Et du coup, des collègues se demandaient dans quelle mesure il était possible d'exercer son droit de retrait à distance, c'est-à-dire sans se rendre sur l'établissement pour constater le danger et remplir le registre. Est-ce que c'est faisable et comment est-ce qu'on s'y prendrait? Et un peu dans le même ordre d'idée, à partir du moment où on resterait chez nous, qu'est-ce qu'on peut dire aux collègues sur le fait de continuer l'enseignement à distance malgré tout les limites qu'il comporte, qu'on pratique depuis le mois de mars? Autrement dit, un collègue qui exerce son droit de retrait en ne se rendant pas dans son établissement, est-ce qu'il est tenu, en revanche, de continuer à travailler depuis chez lui? Et est-ce qu'il a plutôt intérêt à le faire ou pas intérêt à le faire pour rendre valide sa démarche de droit de retrait? Alors, je vais essayer de maintenir le micro pour éviter que ça saute. Le droit de retrait, comme on a commencé à le voir, c'est le fait de se retirer d'une situation dangereuse. Cette situation peut durer un certain nombre de temps, mais ça veut dire qu'on reste à la disposition de notre employeur, qu'il soit privé ou public. Donc, dans toutes les situations, l'agent qui utilise son droit de retrait doit bien signifier, en tout cas, c'est un conseil, qu'il utilise son droit de retrait en indiquant qu'il reste à sa disposition, à la disposition de l'employeur pour effectuer l'ensemble des tâches qui correspondent à sa qualification, mais qui ne sont pas dangereuses. Sur la question du droit de retrait à partir de la maison, à ma connaissance, aujourd'hui, on n'a aucune décision juridique en la matière. Je serais tenté de dire on peut le tenter, mais si on le tente dans le cadre d'une bagarre collective, dans le cadre d'une bagarre revendicative avec l'appui des organisations syndicales. Juridiquement, c'est peut-être plus compliqué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'obligation de l'employeur, c'est de prendre soin de votre santé et de votre sécurité dans le cadre de l'établissement. Et aujourd'hui, le trajet entre le domicile et l'établissement n'est pas de la responsabilité de l'employeur. Par exemple, même si on a des fois des petits salaires, même si on est précaire, on n'a jamais à ce jour vu un salarié pouvoir justifier que son véhicule
a un problème de plaquette de frein, et imposer à son employeur qu'il lui fournisse un autre véhicule pour rentrer sur le lieu du travail. Ça serait un truc à revendiquer syndicalement, mais juridiquement, on n'en est pas à cette situation-là. Par contre, à partir du moment où on a suffisamment d'éléments pour démontrer que la situation dans l'école, dans le lycée, dans le collège ne peut pas être établie dans la demi-heure, parce que les procédures ne sont pas là, parce que le document unique n'est pas à jour, parce qu'on n'a pas, etc., un certain nombre de documents, on doit pouvoir, à partir de son domicile, utiliser le droit de retrait. Mais le plus important d'expérience dans ces situations-là, c'est toujours d'entraîner l'ensemble des collègues. Et donc, sans se mettre en danger, ça pose effectivement la question pour ceux qui sont dans l'obligation de prendre les transports en commun, il me semble qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir collectivement, mais y compris avec les parents d'élèves, à organiser à l'entrée des établissements scolaires, en respectant évidemment des très très grandes distances de distanciation sociale, des assemblées où on discute pour convaincre les collègues qui n'ont pas confiance dans cette bagarre collective pour le droit de retrait, de rentrer dans la bagarre avec eux. C'est des fois un peu plus difficile quand on fait le droit de retrait en restant seul à la maison, dont on sait peut-être une partie des collègues, notamment peut-être minoritaire, peut-être majoritaire, va se rendre dans l'établissement et que du coup, les militants les plus combatifs ne sont pas là pour leur expliquer leurs droits et les entraîner dans la bagarre. Ceci dit, on rajoute quand même qu'il y a un des éléments sur la question du trajet entre le domicile et le travail sur lequel on pourrait tenter de contraindre l'employeur à prendre des mesures, puisque si l'employeur n'a pas l'obligation d'assurer votre sécurité dans les transports, du point de vue de la réglementation sur les accidents de travail, ce qu'on appelle accidents de service dans la fonction publique d'État, il y a quand même une obligation de prise en charge si on a un accident de trajet. Et donc là, on pourrait essayer de pousser l'éducation nationale et notamment engager sa responsabilité si on est contaminé sur le temps du trajet. Ce n'est pas simple à mettre en œuvre. D'accord, merci. Alors peut-être rapidement quelques autres questions qui nous sont arrivées dans les commentaires notamment. Il y a plusieurs collègues qui demandent techniquement, en admettant que des collègues donc exercent leur droit de retrait, mais habitent loin de leur établissement, est-ce qu'il est nécessaire qu'ils se rendent sur place pour constater de visu les manquements à la sécurité? Et est-ce que ce déplacement, d'ailleurs, doit être régulier pour pouvoir le constater? Autrement dit, en fait, techniquement, si on se met en droit de retrait, est-ce qu'on doit se pointer tous les jours dans son établissement pour constater que les conditions ne sont pas réunies, ou est-ce qu'on peut de chez soi le signifier à son chef d'établissement parce qu'on a connaissance en fait de ce qui se passe sur place? D'abord, c'est là qu'il faudra effectivement discuter de l'articulation entre le droit de retrait et une arme extrêmement puissante qui est le droit d'alerte du CHSCT, avec peut-être la difficulté que dans l'éducation nationale, les CHSCT sont départementaux et académiques, et donc on voit bien que le faible nombre de représentants du CHSCT, avec les milliers d'établissements qui couvrent, ils ne peuvent pas être partout, mais le mieux, ce serait qu'on ait des droits d'alerte du CHSCT, c'est-à-dire des CHSCT qui organisent des visites d'école, et pourquoi pas y compris des visites d'école avant le 11 mai pour ceux qui reprennent le 11 mai, avant le 18 pour ceux qui vont reprendre le 18, pour déjà regarder l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre. Et dès lors qu'ils vont aller enquêter, ils vont facilement aller voir des problèmes qui n'ont pas été réglés par l'administration ou des problèmes de coactivité avec les agents des collectivités territoriales, notamment sur les procédures de décontamination. Donc, si on a un droit d'alerte du CHSCT, je disais que c'était une arme extrêmement puissante parce qu'elle doit déclencher automatiquement une enquête paritaire entre les représentants du personnel au CHSCT et les représentants de l'administration. Et en règle générale, ces enquêtes ne font que confirmer les constats des représentants du personnel sur l'insuffisance des mesures de prévention. Et donc, c'est un point d'appui pour les agents qui doivent attendre donc la fin de l'enquête à ce niveau-là. Et on pourrait d'ailleurs imaginer, je pense que vous avez tous entendu parler de la procédure qui a été menée par les organisations syndicales au sein d'Amazon, ce qu'on a appelé un référé devant le juge des référés. Mais on peut très bien imaginer qu'à la suite d'un droit d'alerte du CHSCT, avec des constats nets, précis,
sur un lycée, sur un collège, sur une école primaire, etc., qu'on lance collectivement une procédure en référé, mais cette fois, pour ce qui nous concerne, devant le tribunal administratif, pour obtenir le fait qu'on demande sous astreinte des éléments de protection à l'éducation nationale qui ne sont pas aujourd'hui mis en œuvre. Et pour les collègues qui ont utilisé leur droit de retrait, motivés, notamment s'il peut être appuyé par un droit d'alerte du CHSCT, ils ne sont pas obligés de venir, une fois qu'ils ont constaté un certain nombre de choses quotidiennement dans l'établissement, jusqu'au moment où l'administration n'a pas été en mesure soit de leur fournir le document unique, les procédures de décontamination, les éléments sur les masques éventuellement, quoi. Une question de timing aussi se pose pour un certain nombre de collègues. Alors, deux questions, mais qui peuvent aller un peu ensemble. La question de la pré-rentrée, c'est-à-dire qu'il y a des collègues, par exemple, dans les écoles ou les établissements, on les convoquerait à une journée de pré-rentrée des personnels avant d'accueillir les élèves le lendemain. Est-ce que le droit de retrait serait invocable dès cette journée-là, éventuellement, avant même l'arrivée des élèves? Puisque, par exemple, pour un lycée, ça peut consister à rassembler jusqu'à 100, 150 personnels sur place. Et autre question de timing aussi, dans les écoles primaires notamment, ou pour les AESH aussi, qui ont la charge d'un élève en particulier, à quel moment est-ce que ça peut s'exercer? En fait, il y a des collègues qui essaient de se projeter dans le moment où les enfants sont là à l'entrée de l'école, où l'élève qu'on doit accompagner quand on est AESH toute la journée est arrivé. Et voilà, simplement, il y a des collègues qui se demandent est-ce que, par exemple, on peut anticiper l'annonce du droit de retrait pour que les parents des élèves ne se retrouvent pas à devoir les lâcher dans la nature parce que nous, on ne prend pas notre poste. Sur la première question et la question de la pré-rentrée, le droit de retrait, il est utilisable à partir du moment où l'agent a un motif raisonnable de penser qu'il y a un danger grave et imminent pour sa santé. Donc, évidemment, ça peut être dans une situation de pré-rentrée, mais ça peut être même l'occasion avant la pré-rentrée de venir, je ne sais pas, par exemple pour des instituts ou des professeurs des écoles, maintenant on dit, de venir dans sa classe parce qu'on va lui demander de déplacer un certain nombre de matériel avant que les agents de la territoriale organisent un premier nettoyage, par exemple. Donc là, venir dans sa classe quand on ne sait pas qui y a été la veille, l'avant-veille, est-ce que ça a été décontaminé? Là, le droit de retrait est justifié. Donc, il est justifié à la pré-rentrée. Et puis ensuite, on a aussi des situations individuelles. On va avoir des collègues qui vont utiliser le droit de retrait vis-à-vis de procédures collectives de prévention qui n'ont pas été mises en œuvre. Mais on peut avoir aussi des collègues qui vont utiliser le droit de retrait parce qu'ils viennent de vivre des moments extrêmement douloureux avec des décès liés au Covid-19 dans leur entourage et que du point de vue, cette fois, y compris de la simple crainte psychologique, ils peuvent effectivement justifier leur droit de retrait vis-à-vis de leur crainte psychologique ou déjà d'un état de santé qui ne permet pas effectivement de garantir leur bonne intégrité physique ou psychique. Alors, peut-être un autre élément qui a beaucoup été discuté ces derniers jours. Est-ce que on aurait qu'est-ce qu'on pourrait dire aux collègues sur la question de la responsabilité juridique des personnels? C'est-à-dire que il y a toute une question aussi qui se pose par exemple pour les élus locaux, mais qui peut se poser pour les chefs d'établissement, pour les directeurs et directrices d'école, et éventuellement aussi pour les enseignants qui ont des enfants, des élèves à leur charge. Est-ce qu'on sait des choses sur l'éventuelle responsabilité juridique des personnels aux différents niveaux hiérarchiques en cas de contamination d'élèves ou de collègues dans le cadre de la réouverture des établissements? Alors, au niveau pénal, s'il y a plainte pénale, le juge pénal ou s'il y a instruction, il peut rechercher la responsabilité de l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Bon, on voit bien qu'on est dans une situation de pandémie où le gouvernement est au premier plan avec un certain nombre de consignes qui évoluent au jour le jour et qui d'ailleurs ne suivent pas du tout l'avis de son propre conseil scientifique. Donc déjà, on peut se poser des questions, y compris de la compétence et de l'indépendance. Donc, d'abord, le juge pénal, il va essayer de rechercher comment les consignes sont appliquées. Est-ce qu'elles sont juste au niveau de la ligne hiérarchique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
évidemment, personne ne peut écarter la responsabilité pénale éventuellement d'un enseignant. Si un enseignant, par exemple, constate tous les jours que les gestes barrières ne sont pas appliqués au sein de sa classe, mais qui continue à accueillir 15 élèves sans respect des gestes barrières, qui n'informent pas sa hiérarchie, voilà, donc là, on pourrait éventuellement rechercher sa responsabilité pénale, mais dans le cadre général, la responsabilité pénale, du point de vue en tout cas du droit du travail de la fonction publique, c'est d'abord le chef de service, et là plutôt effectivement au niveau rectorat et inspection académique, et ensuite de vérifier si le ministre a donné les bonnes consignes aux recteurs ou aux inspecteurs académiques, et ensuite si le gouvernement a donné les bonnes instructions au ministre, etc. etc. C'est plutôt cette chaîne-là qu'on va habituellement, en recherchant toujours la responsabilité, on va dire, de celui qui, en fin de compte, a le vrai pouvoir de décision. Et on sait que le vrai pouvoir de décision, c'est à minima le ministre de l'Éducation, mais surtout le Premier ministre et le président Macron. Bien. Alors peut-être avant de passer du coup à Sophie, notre collègue du 77, qui va nous présenter le petit droit de retrait sur lequel on a essayé de travailler. Une dernière question. Il y a des catégories de personnel dont on parle assez peu dans les médias et dans les propos aussi du gouvernement, et qui sont pourtant aussi au contact des élèves et des enseignants, qui sont les assistants d'élèves en situation de handicap, les AESH, qui sont souvent par ailleurs des personnels contractuels, et les ATSEM dans les écoles maternelles en particulier. Et du coup, pour ces agents territoriaux et ces agents qui sont pour partie des agents contractuels régis par le droit privé, bon, on suppose a priori que les mêmes dispositions s'appliquent en termes de droit de retrait, mais est-ce que vous pouvez nous le confirmer et nous dire comment, s'il y a des choses différentes, lesquelles? Alors, pour ce personnel-là, c'est exactement les mêmes textes qui s'appliquent, hein, sauf que pour nos camarades de la territoriaux, ce n'est pas tout à fait les mêmes articles, ça ne sera pas le même registre santé-sécurité, donc là, ça sera celui de la collectivité. Et pour les agents, la différence entre les agents contractuels et les agents fonctionnaires pour la fonction publique, qu'on soit d'État ou la territoriale, ce qui va changer, c'est plutôt le régime en cas de contamination. C'est-à-dire qu'en cas de contamination, pour les agents publics, on va pousser les agents publics à déclarer leur contamination en accident de service, et là c'est à l'agent de déclarer, alors que pour les agents contractuels de droit privé, on est sur la même logique que les salariés de droit privé avec l'accident du travail. Voilà, c'est plutôt ça aujourd'hui la réelle différence. Et la seconde différence, mais qui n'est pas une différence juridique, hein, c'est plutôt une différence, on va dire, en termes de précarité, hein, c'est-à-dire que la représentation syndicale ou les collectifs de travail sont des fois plus faibles, notamment pour le statut des précaires, et ça veut dire qu'il nous revient à nous, notamment syndicalistes, notamment titulaires, de bien prendre en compte, et d'ailleurs ça fait partie des prérogatives des CHSCT de l'éducation nationale, bien évidemment de couvrir l'ensemble des agents précaires, mais ainsi que de faire le lien avec les agents de la territoriale qui interviennent dans les collèges, les écoles et les lycées. Ça fait partie de nos missions, et il faut là, pour le coup, faire le lien avec les CHSCT des communes, avec les CHSCT du Conseil général ou du Conseil régional pour les lycées, afin de regarder effectivement les trous qui existent dans la raquette, et ils sont énormes, en matière de prévention des risques. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces informations, pour les réponses aux questions. Je pense qu'on